Mon frère a volé ma femme avec le soutien de mon père, a nommé leurs jumeaux d'après moi, et maintenant il m'en dit de l'aide après la faillite. Je suppose que je devrais commencer par dire que je n'aurais jamais pensé écrire ceci sur Reddit, mais après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai besoin de me confier quelque part. Excusez-moi si cela devient long, mais il y a beaucoup à raconter. Je m'appelle Daniel, j'ai 42 ans, et jusqu'à il y a 7 ans, j'avais ce que je considérais comme une vie parfaite, un bon travail d'architecte, une maison que j'avais conçue moi-même, et une femme que j'aimais de tout mon cœur, Laura, 40 ans. J'avais aussi un frère aîné, Javier, 45 ans, avec qui j'avais grandi très proche, ou du moins c'est ce que je pensais. Javier et moi avons été élevés par un père strict après le décès de notre mère alors que je n'avais que 8 ans et Javier 11. Mon père, un entrepreneur en bâtiment prospère, a toujours eu un favoritisme évident envers lui. Ton frère a des qualités de leader, apprends de ton frère, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Javier? Ces phrases étaient la bande-son de mon enfance. Malgré cela, j'admirais mon frère et recherchais son approbation presque autant que celle de mon père. J'ai rencontré Laura à l'université pendant mes études d'architecture. Elle étudiait le design d'intérieur et nous nous sommes rencontrés sur un projet commun. Ce fut le coup de foudre, du moins pour moi. Nous avons commencé à sortir ensemble et après 3 ans de relation, je l'ai demandé en mariage. Mon frère était mon témoin au mariage, bien sûr. Je me souviens comment mon père a serré Javier dans ses bras après son discours, disant quel bon frère tu es, tout en me regardant de travers. Même le jour de mon mariage, c'est Javier qui a reçu les applaudissements. Les 5 premières années de mariage ont été merveilleuses. Laura et moi avons créé un petit studio d'architecture et de design qui commençait à avoir du succès. Nous avons acheté notre maison, l'avons rénovée ensemble et avons parlé d'avoir bientôt des enfants. Mon frère Javier, quant à lui, avait connu plusieurs échecs conjugaux et professionnels. Malgré le soutien inconditionnel de mon père, y compris financier, il ne parvenait pas à se stabiliser. Maintenant, je vois les signes que j'ai ignorés, les visites surprises de Javier à notre maison lorsque je travaillais en déplacement, les appels que Laura répondait et qui se terminaient brusquement lorsque j'entrais dans la pièce, la façon dont il se regardait pendant les dîners de famille. J'étais occupé à essayer de développer notre entreprise, si confiant en notre amour que je suis devenu le mari aveugle dont tout le monde se moque. Le jour où je les ai découverts était complètement accidentel. J'étais rentré tôt d'un voyage d'affaires parce que je voulais surprendre Laura pour notre anniversaire. C'est moi qui ai été surpris en ouvrant la porte de notre chambre et en trouvant mon frère et ma femme dans notre lit. Notre lit, celui que nous avions choisi ensemble lorsque nous avons emménagé. Ce qui a suivi a été un flou de cris, de larmes et d'accusations. Laura a pleuré en disant que ce n'était pas ce que cela semblait, le plus grand cliché, tandis que Javier, à ma surprise, n'a pas montré une once de remords. Tu as toujours eu ce que je méritais, m'a-t-il dit avec une froideur qui me glace encore le sang quand je m'en souviens. Maintenant, j'ai ce qui compte vraiment. Lorsque la nouvelle est parvenue à mon père, je m'attendais naïvement, peut-être, à un certain soutien. Je ne l'ai pas reçu. Ces choses arrivent dans la vie, m'a-t-il dit en me tapotant le dos comme si j'avais perdu un match de foot et non mon mariage et ma confiance en ma seule famille. De plus, Laura et Javier se voient depuis près d'1 an. Si tu ne l'as pas remarqué, c'est parce que tu étais trop occupé par ton travail. Le divorce a été rapide et brutal. Laura, qui avait apparemment été conseillée par Javier et mon père, a réussi à conserver 60% de notre entreprise, affirmant que ses designs étaient la clé de notre succès. Je n'avais pas l'énergie de me battre. Je lui ai laissé la maison aussi, bien que légalement j'aurais pu exiger ma part. Je voulais juste m'éloigner de tout ce qui me les rappelait. Le plus douloureux n'a pas été de perdre Laura. Avec le temps, j'ai compris que si elle était capable de me trahir ainsi, peut-être ne m'avait-elle jamais vraiment aimé. Le plus douloureux a été la façon dont ma propre famille s'est retournée contre moi, cousin, oncle, même ma marraine, tout le monde semblait croire la version de Javier, que Laura et moi avions des problèmes depuis longtemps, que je l'avais négligé, qu'il n'avait pas prévu de tomber amoureux. Et mon père, comme toujours, soutenant son fils préféré. Alors je suis parti. J'ai laissé derrière moi la ville, ma famille, mes amis. J'ai recommencé à zéro dans une autre ville où personne ne connaissait mon histoire, où personne ne me regardait avec ce mélange de pitié et de jugement. Et pendant 7 ans, j'ai reconstruit ma vie morceau par morceau, tout en regardant de loin comment Javier et Laura commençaient leur grande histoire d'amour avec la bénédiction de mon père. Mais le destin a des manières curieuses de boucler la boucle, et ce qui s'est passé il y a 3 semaines, lorsque Javier s'est présenté à ma porte après toutes ces années,
a déclenché une série d'événements que même le meilleur scénariste de feuilleton n'aurait pu inventer. Les premiers mois après le divorce ont été les plus sombres de ma vie. J'ai déménagé à Valence, à plus de 500 km de Madrid, où j'avais passé toute ma vie. J'ai loué un petit appartement près de la plage, pensant que le bruit des vagues pourrait noyer le bruit constant de mes pensées. Cela n'a pas fonctionné. Pendant cette première année, je suis à peine sorti. J'ai trouvé un emploi dans un studio d'architecture local où l'on m'a confié les projets les plus basiques. Le Daniel qui concevait des bâtiments innovants avait été enterré sous des tonnes de trahison et de douleur. Je travaillais, je rentrais chez moi, je buvais jusqu'à m'endormir, je répétais le cycle le lendemain. Je refusais les appels, supprimais les courriels sans les lire, ignorais les médias sociaux. Le monde extérieur était devenu une menace. Ma sœur cadette, Elena, était la seule à persister. Chaque semaine, sans faute, elle m'appelait. Au début, je ne répondais pas. Plus tard, je répondais, mais je parlais à peine. Avec le temps, nos conversations se sont allongées. Elena n'a jamais ouvertement pris parti, mais dans son silence à propos de Javier et Laura, j'ai trouvé plus de soutien que dans tous les mots de réconfort que les autres essayaient de m'offrir. « Papa te demande de tes nouvelles », m'a-t-elle dit un jour, avec désinvolture. « Eh bien, qu'il continue à demander », ai-je répondu avec plus d'amertume que je ne le voulais. La deuxième année, j'ai commencé à me réveiller de ma léthargie. J'ai commencé à nager tous les matins avant le travail. La mer, indifférente à mes problèmes, m'offrait un réconfort particulier. J'ai aussi commencé une thérapie, même s'il m'a fallu des semaines pour admettre que j'en avais besoin. Ma thérapeute, Carmen, une femme d'environ 60 ans avec des yeux qui semblaient avoir tout vu, m'a aidé à comprendre que ma douleur n'était pas seulement pour Laura, mais pour toute une vie à me sentir inférieur à mon père. Ton frère et ton ex-femme ne sont que les déclencheurs de quelque chose que tu portes depuis l'enfance, m'a-t-elle dit lors d'une séance. La question est, veux-tu continuer à le porter? À ma surprise, Elena est venue me rendre visite pour mon anniversaire cette année-là. Elle m'a apporté une enveloppe qu'elle avait trouvée parmi les affaires de notre mère. Je pense que tu devrais avoir ceci, m'a-t-elle dit. C'était une lettre que maman avait écrite pour moi peu de temps avant sa mort. Dedans, elle me disait qu'elle avait toujours admiré ma sensibilité, ma capacité à voir la beauté là où les autres ne le pouvaient pas, que peu importe ce que papa disait, j'étais spécial à ma manière, qu'elle serait toujours fière de moi. J'ai pleuré pour la première fois depuis le divorce. Pendant ce temps, je recevais des nouvelles sporadiques de Javier et Laura par l'intermédiaire d'Elena et de quelques connaissances qui, croyant m'aider, me tenaient au courant de leur vie. Ils s'étaient mariés à peine 4 mois après la finalisation de mon divorce. Mon père leur avait donné un chalet dans le lotissement où ils vivaient. Le studio d'architecture et de design que Laura et moi avions construit ensemble s'appelait maintenant Javier et Laura Design. La vie semblait leur sourire. Au cours de la 3e année, quelque chose a changé en moi. Peut-être était-ce la lettre de ma mère, peut-être la thérapie, ou peut-être simplement le temps qui faisait son œuvre. J'ai quitté le studio où je travaillais, avec les économies de ces années de vie frugale, j'ai ouvert mon propre cabinet d'architecture. Je l'ai appelé Nouvel Horizon, un nom ringard mais qui reflétait exactement ce que je ressentais. Mon premier grand projet est arrivé de manière inattendue. Un ancien client de Madrid qui avait été impressionné par mon travail des années auparavant m'a contacté pour concevoir un complexe résidentiel écologique. Le projet a été un succès et m'a remis sur la carte professionnelle. Les commandes ont commencé à arriver et avec elles, la confiance perdue aussi. J'ai rencontré Sofia à cette époque. Elle était ingénieure en environnement et travaillait sur le même complexe que je concevais. Ce ne fut pas le coup de foudre. En fait, nous avons eu plusieurs désaccords professionnels au début, mais il y avait quelque chose dans sa façon directe de parler, dans la façon dont elle défendait ses idées sans attaquer les miennes, qui m'intriguait. Nous avons commencé à nous rencontrer pour parler du projet, et peu à peu nos conversations ont dérivé vers des sujets personnels. Sofia avait sa propre histoire de dépassement, un divorce des années auparavant, un fils adolescent qu'elle avait élevé seule, une carrière construite avec effort. Elle ne ressemblait en rien à Laura, et c'est peut-être pour cela que j'étais attiré par elle. Je ne cherchais pas à remplacer ce qui était perdu, mais à construire quelque chose de complètement nouveau. Notre relation a grandi lentement, prudemment des deux côtés. Je lui ai parlé de Javier et Laura, de mon père, des années de silence. Elle a écouté sans juger, partageant également ses propres cicatrices. Nous n'avons pas vécu ensemble, chacun de nous a gardé son espace, mais nous étions devenus une partie fondamentale de la vie de l'autre.
C'est au cours de la 5e année que j'ai reçu l'appel. Elena, la voix tremblante, m'a dit que papa avait fait une crise cardiaque. Ce n'était pas grave, mais les médecins recommandaient une opération. Il ne veut pas que tu viennes, m'a averti ma sœur. Il dit que Javier s'occupe de tout. Je ne suis pas allé. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital avec une brève carte, bon rétablissement, Daniel. J'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu quelques jours plus tard, les fleurs étaient inutiles. Papa va bien. Gilles, cette même année, j'ai appris par Elena que les affaires de Javier et Laura n'allaient pas très bien. Ils avaient perdu plusieurs clients importants et la rumeur disait qu'ils avaient des problèmes financiers. Mon père, apparemment, avait dû les renflouer financièrement plus d'une fois. Laura est enceinte, m'a dit Elena lors d'un autre appel. Je n'ai rien ressenti, ni douleur, ni ressentiment, juste une étrange indifférence qui confirmait que j'avais guéri. La 6e année a apporté avec elle une reconnaissance inattendue. L'un de mes projets, un bâtiment combinant l'architecture traditionnelle valencienne avec une technologie durable, a remporté un prix national. La nouvelle est parvenue à Madrid, bien sûr. J'ai reçu un courriel de Laura, le premier depuis toutes ces années, félicitations pour le prix. J'ai toujours su que tu accomplirais de grandes choses. J'espère que tu vas bien. Laura. Je l'ai supprimé sans répondre. Sofia a emménagé avec moi cette année-là. Son fils, Matteo, déjà à l'université, venait nous rendre visite le week-end. Nous avions formé une sorte de famille différente mais fonctionnelle. Nous avons acheté une maison ensemble, une avec vue sur la mer que j'ai conçue en tenant compte de nos besoins et de nos goûts communs. Et nous sommes ainsi arrivés à la 7e année. Mon studio d'architecture s'était agrandi. J'avais une équipe de jeunes architectes talentueux. J'avais publié un livre sur l'architecture durable qui était bien accueilli. Sofia et moi avons parlé de nous marier, même si nous sentions tous les deux que notre engagement allait au-delà de tout document légal. Quant à mon père et Javier, je continuais à recevoir des nouvelles occasionnelles par l'intermédiaire d'Elena. Papa avait eu un autre problème de santé, mais refusait de changer ses habitudes. Javier et Laura avaient eu des jumeaux, un garçon et une fille, mais les rumeurs concernant leurs problèmes économiques persistaient. Leur mariage, selon Elena, n'était pas le conte de fées qu'ils prétendaient montrer. J'ai gardé mes distances. J'avais construit une nouvelle vie loin d'eux et j'étais en paix avec cette décision. Jusqu'à ce que, il y a 3 semaines, le passé vienne frapper à ma porte, littéralement. C'était un samedi après-midi. Sofia était allée rendre visite à son fils, Matteo, à l'université pour l'aider à emménager dans un nouvel appartement, j'étais donc seul à la maison. J'avais passé la matinée à travailler sur les plans d'un nouveau projet, un centre culturel combinant des éléments valenciens traditionnels avec un design avant-gardiste. J'étais absorbé par les détails lorsque la sonnette a retenti. Je n'attendais pas de visiteurs. Mes collaborateurs savaient que les week-ends étaient sacrés et les rares amis que j'avais à Valence appelaient généralement avant de venir. J'ai ouvert la porte distraitement, pensant que ce serait un voisin ou un colis, et il était là, Javier, mon frère. 7 ans plus tard, le temps n'avait pas été aussi généreux avec lui que je m'en souvenais. Son visage présentait des rides d'expression plus profondes, il avait des cheveux gris prématurés parsemant ses cheveux noirs et il avait pris du poids considérable autour de la taille. Il portait un costume cher qui semblait un peu serré et il portait une Rolex voyante au poignet, le genre d'accessoire qu'il avait toujours utilisé pour paraître plus prospère qu'il ne l'était réellement. « Danny » a-t-il dit avec ce sourire narquois que je connaissais si bien. Personne ne m'avait appelé comme ça depuis des années. Tu ne vas pas inviter ton frère aîné à entrer ? Pendant une seconde, j'ai envisagé de lui claquer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. Que pouvait-il vouloir après tout ce temps ? Entre, ai-je répondu sèchement, en m'écartant. Javier est entré comme s'il était chez lui, regardant autour de lui avec des yeux évaluateurs, jugeant chaque détail de ma maison. Il s'est dirigé directement vers le salon avec vue sur la mer et a sifflé. « Waouh, petit frère, on dirait que tu as bien réussi. Belle maison. Que veux-tu, Javier ? » Je n'étais pas d'humeur à échanger de fausses amabilités. « C'est comme ça que tu reçois la famille après si longtemps ? Tu ne m'offres même pas à boire ? » Il s'est laissé tomber sur mon canapé, croisant les jambes avec une familiarité qui m'irritait profondément. J'ai pris une grande inspiration et je suis allé à la cuisine. Je suis revenu avec 2 bières. Je lui en ai tendu une et je me suis assis dans le fauteuil en face de lui, en gardant mes distances. « Belle vie que tu t'es construite », continua-t-il en buvant une gorgée de sa bière. «
Ton prix d'architecture a fait grand bruit à Madrid, tu sais? Papa a même découpé l'article du journal. Il ne l'admettra pas, mais je pense qu'il était même fier. Je me fiche que papa soit fier ou non, ai-je répondu, bien que quelque chose en moi se soit agité en entendant cela. Je répète, que fais-tu ici, Javier? Mon frère a souri, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un frère ne peut-il pas rendre visite à un autre après si longtemps? J'ai suivi ta carrière, Danny. Des designs innovants, un livre publié, des interviews dans des magazines d'architecture. Le garçon que papa a toujours considéré comme le rêveur de la famille s'avère être celui qui réussit. Il y avait quelque chose dans son ton, un mélange de condescendance et de jalousie mal cachée, qui m'a mis en alerte. Laura et moi avons des jumeaux, continua-t-il en sortant son téléphone pour me montrer des photos de 2 enfants d'environ 5 ans. Daniel et Daniela. Le choix des prénoms m'a frappé comme une gifle. Était-ce une sorte de blague cruelle de nommer ses enfants d'après moi? C'était l'idée de Laura, dit-il, comme s'il lisait dans mes pensées. Elle dit qu'elle t'a toujours respecté en tant qu'architecte, que les enfants devraient porter le nom de quelqu'un de talentueux. Cela ressemblait à un mensonge flagrant. Laura, la femme qui m'avait trahi avec mon propre frère, nommant ses enfants d'après moi, était absurde. Javier, cela fait 7 ans. Je doute fort que tu sois venu jusqu'à Valence juste pour me montrer des photos de tes enfants. Que veux-tu vraiment? Mon frère a posé son téléphone et son expression a changé. Le masque de la cordialité est tombé et quelque chose de plus sombre est apparu. Toujours aussi direct. C'est une des choses que Laura disait aimer chez toi, ton honnêteté brutale. Il s'est penché en avant. D'accord, je vais être direct aussi. Les choses ne se sont pas aussi bien passées que prévu à Madrid. Le studio traverse des difficultés temporaires. Des difficultés, ai-je demandé, bien que j'imaginais déjà où il voulait en venir. Financières, principalement. Le marché est compliqué, les clients sont de plus en plus exigeants et la concurrence est féroce. Il a bu une autre gorgée de bière. Papa nous a aidés, mais avec ses problèmes de santé, les médecins lui ont recommandé de réduire le stress. Alors voilà. Après 7 ans, mon frère s'est présenté parce qu'il avait besoin d'argent. Typique de Javier. Je suis désolé pour tes problèmes, mais je ne vois pas comment je peux t'aider, ai-je dit en gardant ma voix neutre. Javier a laissé échapper un rire sec. Allez, Danny, nous savons tous les deux que tu te débrouilles bien. J'ai vu ton studio en ligne, les projets que tu gères. Nous n'aurions besoin que d'un prêt, quelque chose pour nous maintenir à flot jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Un prêt? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Es-tu vraiment venu me demander de l'argent après tout ce qui s'est passé? Nous sommes une famille, Daniel, malgré tout. Son ton était maintenant presque suppliant, bien que ses yeux soient restés froids et calculateurs. Une famille? Le mot avait un goût amer pour moi. Où était cette famille quand tu m'as trahi avec ma femme? Où était-elle quand papa t'a soutenu au lieu de moi? Quand tu as eu un fils et une fille et que tu les as nommés d'après moi? Pourquoi faire? Pour garder ma mémoire vivante? Il s'est levé soudainement, agacé. Je savais que tu serais aussi rancunier. Cela fait 7 ans, bon sang. Les gens font des erreurs. Des erreurs, je me suis levé aussi, sentant la colère contenue pendant des années commencer à bouillir. Une erreur est d'oublier un rendez-vous ou d'envoyer un courriel au mauvais destinataire. Ce que tu as fait était une trahison délibérée. Laura et moi sommes tombés amoureux, d'accord? Ce n'était pas prévu. Ces choses arrivent. Et venir ici après 7 ans pour me narguer ta victoire, cela arrive aussi? Javier a plissé les yeux. De quoi parles-tu? Allez, Javier, n'insulte pas mon intelligence. Tu es venu me montrer des photos de tes enfants, me parler de ta vie avec mon ex-femme, me rappeler comment tu as pris tout ce qui était à moi. Et maintenant que les choses ne vont pas bien pour toi, tu t'attends à ce que je te donne de l'argent. Un sourire désagréable est apparu sur son visage. Tu as toujours été le plus intelligent de la famille, n'est-ce pas? Mais tu manquais d'intelligence émotionnelle. Tu n'as jamais vu venir Laura et moi. C'était comme un coup de poing dans l'estomac, mais j'ai gardé mon sang-froid. Et toi, tu manques de bon sens si tu penses que je vais te donner un centime. Papa a toujours dit que tu étais égoïste, a-t-il répondu en prenant sa veste. Laura et moi avons des enfants, Daniel. Ton neveu et ta nièce.
Vas-tu les laisser manquer de nécessité à cause d'une rancune du passé? N'essaie pas de me manipuler avec ça. Tes problèmes financiers sont exactement ceux-là, les tiens, pas les miens. Javier m'a regardé avec mépris. Papa avait raison à ton sujet. Tu as toujours été mesquin et vindicatif. Papa a dit ça? Intéressant, étant donné que je paie ses traitements médicaux depuis 3 ans. L'expression de mon frère a instantanément changé. Pour la première fois depuis qu'il était entré chez moi, j'ai vu une véritable surprise sur son visage. De quoi parles-tu? Je savais que le moment était venu. La carte que je gardais dans ma manche depuis des années. Peut-être devrais-tu te rasseoir, Javier. Il y a des choses à propos de papa que tu devrais savoir. Mon frère s'est rassis lentement, son arrogance momentanément éclipsée par la confusion. Et puis j'ai commencé à lui raconter exactement comment cette année s'était déroulée pour notre père, et comment moi, le fils qu'il avait toujours considéré comme secondaire, j'étais devenu son seul véritable soutien. Je me suis levé et j'ai pris mes clés sur le comptoir. Tu viens? Je pense qu'il est temps que tu aies une conversation franche avec lui. À moins que tu ne préfères continuer à vivre dans ton fantasme où tu es le fils parfait et moi le raté. Javier s'est levé lentement, comme si le poids de la réalité l'écrasait physiquement. Pendant un instant, j'ai vu en lui l'enfant qui avait été mon frère avant que l'ambition et l'égoïsme ne le transforment. Allons-y, a-t-il finalement dit. J'ai besoin de l'entendre de lui. Et dit waouh, je ne m'attendais pas à ce que cela explose comme ça. Merci pour tous les commentaires et le soutien. Beaucoup m'ont demandé des nouvelles de ce qui s'est passé lorsque nous sommes allés voir mon père. Je l'écrirai dans le prochain chapitre. Et dit 2 pour ceux qui demandent si je vais me réconcilier avec mon frère, honnêtement, je ne sais pas. Il y a des blessures que même le temps ne peut pas complètement guérir, mais comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, parfois le pardon est plus pour soi que pour l'autre. Le voyage en voiture jusqu'à la maison de mon père a été le plus silencieux et le plus tendu que j'ai jamais partagé avec Javier. Même lorsque nous étions enfants et que nous nous disputions, nous n'avions jamais maintenu un tel silence chargé d'émotions. Je me suis garé devant la modeste maison où mon père vivait maintenant, rien à voir avec le manoir où nous avions grandi, mais elle était confortable, de plein pied et adaptée à ses besoins médicaux. Qu'est-il arrivé à la maison familiale, a demandé Javier, regardant avec confusion la petite habitation. Elle a été vendue il y a 2 ans pour payer les dettes et financer son traitement, ai-je répondu en sortant les clés. Celle-ci est plus pratique pour lui maintenant, pas d'escalier, salle de bains adaptée. En entrant, nous avons été accueillis par Carmen, l'infirmière de soir. Bonjour, Daniel, je ne vous attendais pas si tôt, a-t-elle souri gentiment. Puis elle a regardé Javier avec curiosité. Voici votre frère. Votre père m'a parlé de lui. Oui, voici Javier, ai-je dit, remarquant comment mon frère se tortillait mal à l'aise sous le regard évaluateur de Carmen. Don Ernesto est dans le salon. Aujourd'hui, il a été très lucide, il s'est même souvenu de me demander des nouvelles de mon petit-fils. Carmen a pris son sac. Je pars maintenant. Les médicaments du soir sont préparés dans la cuisine, comme toujours. Après le départ de Carmen, j'ai conduit Javier au salon. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, lisant le journal avec ses lunettes de lecture. Quand il nous a vus, son visage s'est illuminé. Daniel, je ne t'attendais pas avant plus tard. Son regard est tombé sur Javier et pendant un instant, il a semblé confus. Puis il a souri, mais j'ai remarqué une certaine réserve dans son expression. Javier, quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Les enfants sont avec toi. Non, papa, juste moi, a répondu Javier, la voix étrangement timide. Je suis venu te parler. Mon père nous a regardés alternativement et je savais qu'il avait capté la tension entre nous. Je suppose que tu as parlé à ton frère, a-t-il dit en pliant soigneusement le journal et en le mettant de côté. Asseyez-vous, tous les deux. Nous nous sommes assis devant lui, comme lorsque nous étions enfants et qu'il nous appelait pour nous gronder. L'ironie ne m'a pas échappé. Lui as-tu tout dit, a demandé mon père en me regardant directement. Seulement ce qui était nécessaire, ai-je répondu. À propos de l'entreprise, de ta santé, du testament. Mon père a hoché la tête lentement. Il avait l'air beaucoup plus vieux que dans mes souvenirs, mais ses yeux conservaient cette acuité qui l'avait toujours caractérisé. Javier, je suppose que tu as des questions, a-t-il finalement dit. Pourquoi? La voix de mon frère semblait étranglée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos de l'entreprise, de ta santé?
Pourquoi es-tu allé voir Daniel et pas moi? Mon père a soupiré profondément, comme s'il avait attendu cette conversation pendant des années. Parce que Daniel me l'a demandé. Tu ne l'as jamais fait. La simplicité de sa réponse était dévastatrice. Daniel appelait chaque semaine, demandant comment allait l'entreprise, comment se déroulaient les projets. Tu n'appelais que lorsque tu avais besoin d'argent. Ce n'est pas juste, a protesté Ravière. J'étais occupé avec ma famille, avec ma vie. Et tu penses que Daniel ne l'était pas? Mon père s'est penché en avant. Daniel a reconstruit sa vie à partir de zéro après ce que toi et Laura lui avez fait. Il a créé sa propre entreprise, formé de nouvelles relations et a quand même trouvé le temps de m'appeler, de me rendre visite. Ravière est resté silencieux, le regard fixé au sol. Quand l'entreprise a commencé à avoir des problèmes, j'ai pensé à te demander de l'aide, a poursuivi mon père, mais Martinez m'a montré les livres de comptabilité. J'ai découvert que tu prenais de l'argent depuis des années, signant des prêts à mon nom que tu n'as jamais remboursés. C'était des investissements, murmura Ravière sur la défensive. J'allais tout rembourser, avec intérêt. Avec quoi? Avec l'argent de tes projets ratés ou des casinos où Laura t'a vu perdre des milliers en une nuit. Cette révélation m'a surpris. Je ne savais pas que Laura avait parlé à mon père. Laura t'a dit ça, a demandé Ravière, devenant pâle. Laura vient me voir parfois, a admis mon père, à la surprise de nous deux. Elle s'inquiète pour toi, pour les enfants. Elle dit que tu as été instable dernièrement. Ravière s'est levé brusquement. C'est une conspiration. D'abord Daniel, maintenant toi, même Laura. Tout le monde contre moi. Assieds-toi, Ravière. La voix de mon père a pris ce ton d'autorité dont je me souvenais de mon enfance. Étonnamment, Ravière a obéi. Personne n'est contre toi. Il s'agit de conséquences. Des conséquences, a répété Ravière amèrement. Et ces conséquences à lui, a-t-il dit en me désignant. Il a disparu pendant des années, nous a abandonnés. Où était-il quand maman est morte? Quand tu as eu ta première crise cardiaque? Il était exactement là où toi et moi l'avons mis, a répondu mon père avec une tristesse qui m'a surpris. Nous l'avons repoussé, Ravière. Moi, en prenant ton parti en tout, toi en volant sa femme. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il fasse? Rester et supporter notre trahison avec le sourire? Le silence qui a suivi a été assourdissant. Je n'avais jamais entendu mon père parler comme ça. Et pourtant, a-t-il poursuivi, quand il a appris que j'avais des ennuis, il est venu sans poser de questions, sans récrimination. Il est juste venu et a réparé tout ce qu'il pouvait. Il a payé mes dettes, sauvé ce qui restait de l'entreprise, m'a trouvé les meilleurs médecins. J'ai senti une boule dans la gorge. Je n'avais jamais cherché la reconnaissance de mon père pour ce que j'avais fait. Il t'a déshérité, a dit Ravière, toujours en train de tout digérer. Pourquoi? Je ne l'ai pas déshérité, a corrigé mon père. J'ai réorganisé mes biens. La moitié de ce qui reste ira à un fonds fiduciaire pour tes enfants, mes petits-enfants, qu'ils ne pourront toucher qu'à 25 ans. L'autre moitié est pour Daniel, pour compenser une partie de ce qu'il a dépensé pour moi ces dernières années. Mais je suis ton fils aussi. La voix de Ravière semblait enfantine, presque suppliante. Et tu le seras toujours, lui a assuré mon père avec lassitude, mais Daniel a plus besoin de mon soutien maintenant que toi. De plus, a-t-il ajouté avec un petit sourire, je t'ai déjà donné ton héritage à l'avance. Tous ces prêts, tous ces cadeaux. Ravière, je t'ai donné plus d'argent que je n'en aurais jamais à laisser en héritage. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Ravière m'a regardé et, enfin, a regardé mon père. Ses épaules se sont affaissées sous le coup de la défaite. Mon père, se tournant vers moi, a dit « Je veux que tu viennes dîner une fois par mois avec nous tous. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Papa, je ne pense pas. Je ne dis pas que tu dois pardonner, m'a-t-il interrompu doucement. Essaie juste de comprendre. La vie est trop courte pour s'accrocher au ressentiment, mon fils. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour complètement à Laura ou à Ravière. Il y a des blessures qui laissent des cicatrices permanentes. Mais j'ai appris que la meilleure revanche n'est pas de voir souffrir ceux qui vous ont blessé, mais de reconstruire sa vie de telle manière que leur trahison ne devienne qu'un simple chapitre de votre histoire, et non tout votre récit.